Les forts villageois sont des fortifications collectives de faible superficie, d'abord destinées à être utilisées en cas de danger par les habitants du lieu ou des hameaux environnants. Sous cette appellation, on trouve des églises fortifiées, un ensemble de maisons entourées d'une enceinte ou un village, clos par des fossés et palissades. Ils ont été créés soit sur d'anciens sites comme les castrums, soit à proximité, sur des sites plus faciles d'accès, soit tout simplement c'était une nouvelle création. Après la guerre de Cent Ans et le traité de Bretigny, les grandes compagnies, les soldats et mercenaires démobilisés ont fait régner le désordre et la terreur pendant encore longtemps. À cette époque, Toulouse et de nombreux villages de la région toulousaine ont élevé de grandes murailles de terre entourées de fossés. Plus tard, les guerres de religion vont renforcer cette tendance. Citation de Frédéric Lopp, dans son étude Forts villageois en toulousain et montalbanais. Il écrit : la grande majorité des forts villageois mis en place pendant la guerre de Cent Ans vont reprendre du service pendant les guerres de religion, avec les mêmes dispositions défensives, enceintes de terre crue, fossés, palissades. L'habitat groupé autour d'un nouveau site s'est fortifié, avec les dispositions défensives citées précédemment, enceintes de terre crue, fossés et palissades. Les hameaux isolés devaient posséder au moins une maison forte où les habitants pouvaient trouver refuge en cas d'attaque, construite avec des murs en terre massive, épais et pas d'ouverture en partie basse. Comme la plupart des villages de la région toulousaine, Brex s'est doté d'un fort villageois, très probablement au XIVe siècle ou début XVe siècle. Le castrum, probablement détruit et abandonné vers la fin du XIVe siècle, la population qui a survécu aux guerres a dû trouver refuge dans les bois et s'est dispersée. Les longues années de famine qui ont suivi et les périodes d'épidémie comme celle de 1502 ont dépeuplé la région et brisé l'essor agricole qui s'amorçait à partir du XIe siècle. Il faut aussi tenir compte des aléas climatiques. Le site du castrum était en partie entouré d'une zone humide, marécageuse en grande partie de l'année, ce qui est encore le cas actuellement, le rendait probablement d'un accès difficile. Définitivement abandonné, il devient le lieu-dit Castelviel. Progressivement, le développement de l'agriculture et des échanges commerciaux ont orienté l'habitat vers des sites plus accessibles et ouverts, à proximité immédiate et en plusieurs hameaux dispersés. Après l'abandon du castrum, l'habitat s'est déplacé vers les plaines, plus faciles d'accès, regroupés en villages fortifiés, soit à proximité immédiate ou en plusieurs hameaux dispersés. Il n'y a aucun document qui nous permette de dater la création du fort villageois à Brex. Par contre, nous pouvons nous appuyer sur les études détaillées de Frédéric Lopp sur des sites voisins en toulousain et montalbanais, où le déplacement de l'habitat a été organisé et formalisé devant notaire entre les consuls et le seigneur et donc daté avec précision. Comme on peut le voir sur ce tableau, les forts villageois apparaissent entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle. La création du fort de Brex est très probablement datée de cette période. Pour localiser l'emplacement exact du fort, la recherche toponymique est nécessaire à partir des anciens livres terriers. Le livre terrier de 1591, retrouvé aux archives départementales en très mauvais état, est difficilement exploitable en l'état. Il ne concerne que les mutations. On peut dénombrer cependant environ 15 propriétaires terriens résidant à Brex, concernés par ces mutations. Le livre terrier de 1662 est par contre beaucoup plus riche d'enseignements. L'original rénové est conservé à la mairie de Brex et une copie est consultable aux archives départementales de la Haute-Garonne.
Les abonateurs du roi, c'est-à-dire les géomètres royaux, ont parcouru tout le village et détaillé de façon exhaustive toutes les propriétés dans un but fiscal. De plus, ils nous renseignent sur l'habitat et l'agriculture. En 1662, le toponyme Castelviel, Castelbiel, apparaît, mais pour désigner que terrain et bois, aucune habitation ni hameau. Ce toponyme ne concerne donc pas le fort villageois, mais bien le castrum qui le précédait. Après inventaire détaillé, on constate un habitat tout à fait particulier, dispersé en hameaux, sans cœur de village autour de l'église, seulement le presbytère où réside le recteur. Un hameau porte le toponyme le fort de Brex. Il est entouré de fossés et comprend des rues publiques. Il semble être un village fortifié. Par la méthode des confronts, déjà explicitée dans la présentation sur le castrum, on peut localiser avec précision le fort au lieu dit plus sur le cadastre Napoléon et le cadastre actuel. Pour l'étude topographique, le document le plus indiqué est le cadastre Napoléon de 1827. Le lieu-dit Plus est situé à environ 200 mètres du site de l'ancien castrum et à environ 500 mètres de l'église. Malgré les différents travaux de redressement des chemins et routes autour de ce lieu-dit, au XVIIe et XVIIIe siècle, on peut encore relever sur ce plan la topographie initiale du fort. L'entrée du fort se faisait à partir du chemin de Tille à Toulouse. Ce premier fossé a été comblé entre 1827 et 1830 lors de l'aménagement du virage sur la route menant à Manville. Ce fossé existe toujours. Après avoir servi de vivier communal, puis d'abreuvoir pour le bétail réquisitionné lors de grandes sécheresses, il est actuellement une mare. Ce fossé profond a été comblé en 1980 pour des raisons pratiques de circulation. Ce talus existe toujours malgré l'élargissement et le reprofilage de la route au début du XIXe siècle. Ce chemin contournait les fossés du fort pour rejoindre la route de Toulouse. Devenu chemin communal puis supprimé en 1960 car il n'était plus utilisé depuis l'aménagement de la route de Manville. Ce fossé, encore visible jusqu'en 2010, a été comblé. Ce fossé, qui correspond actuellement qu'à un fossé ordinaire de bord de chemin, a dû être comblé lors du réaménagement du chemin reliant la route de Manville au quartier de l'église. Lors du reprofilage, ce chemin a été très probablement rehaussé de 1 à 2 mètres, son niveau d'origine devait être plus proche de celui de la fontaine Saint-Jean. Et enfin, des témoins oculaires rapportent qu'il existait un alignement de briques au bord du talus sur le chemin de Manville, probablement de chaque côté. C'étaient peut-être des piliers d'un portail d'accès dont l'usage reste à étudier. L'analyse du livre Terrier de 1662 nous indique le nombre de maisons dans l'enceinte du fort,
leur positionnement par la méthode des confronts, le nom des propriétaires et la surface précise des parcelles. À noter que le chapitre de l'Île Jourdain, c'est-à-dire le collège religieux, possédait encore en 1662 un casal de 160 m² qui correspond à une petite maison et jardin. Le principal propriétaire, Jean Caillavel, possédait 4 maisons, dont la principale faisait encore probablement office de maison forte. C'est un riche marchand de Toulouse qui avait investi dans la terre et sa propriété avait une surface de 103 arpents, soit environ 57 hectares. Son nom apparaît pour la dernière fois en 1893 sur les registres paroissiaux. Ce document, établi par un géomètre en 1830 lors d'un litige consécutif à l'agrandissement de la route de Manville, est extrêmement précieux. Il nous donne les surfaces précises et dispositions des rues publiques dans le fort, ainsi que la surface et disposition du fossé restant et encore présent en partie actuellement. Suivant les études topographiques et archéologiques effectuées sur de très nombreux sites, les historiens s'accordent à dire qu'entre la période qui correspond à l'apogée d'un fort villageois et le moment où il apparaît sur les livres terriers et cadastres Napoléon, le nombre d'habitations a diminué dans un rapport de 2 ou 3 au minimum. Sur cette hypothèse, il y aurait eu entre 15 à 20 habitations dans l'enceinte du fort de Brex au XVe siècle, ce qui paraît correspondre à la population nécessaire aux travaux de creusement des fossés et à la construction du mur ou palissade de l'enceinte. En 1827, sur le cadastre Napoléon, on dénombre plus qu'une maison habitée. En 1830, la mairie revend les républiques et le vivier, ancien fossé du Forestan. Il ne reste plus qu'un seul propriétaire, M. Bullion, vétérinaire à Toulouse. Le toponyme Fort de Brex s'est transformé en Fort de Plus au XVIIIe siècle, toponyme qu'on peut retrouver encore sur un registre foncier de 1900 archivé à la mairie.